Madame, Monsieur, bonsoir. Spectaculaire incendie dans un entrepôt d'hydrocarbures à Saint-Ouen, aux portes de Paris. Un dépôt de 98 000 mètres cubes d'essence et de fioul domestique. 250 pompiers ont mis 5 heures pour maîtriser ce sinistre. 13 sapeurs-pompiers ont été brûlés ou blessés, dont 2 grièvement. Près de 1000 personnes ont dû être évacuées. Un accident qui repose bien sûr le problème de la présence de ce type d'établissement aux portes des villes. Reportage Véronique Gallionne, Philippe Péter. Pendant plus de 4 heures, le rideau de fumée noire est resté accroché au ciel de la capitale. Vers 11 heures ce matin, c'est l'embrasement. Sans que l'on sache vraiment comment, au niveau des canalisations au sol, le feu prend entre une vingtaine de cuves d'hydrocarbures. Le foyer s'étend rapidement sur 100 mètres carrés. Le dépôt est une véritable bombe à retardement avec ses 100 000 mètres cubes de super, gazole et fioul domestique. Notre action au départ a été de refroidir naturellement les cuves qui étaient directement exposées aux flammes, d'une part, et à la chaleur. Et ensuite, nous avons éteint le premier feu de cuvette sans difficulté. Mais le feu prend dans une seconde cuvette, au pied des réservoirs géants qu'on ne cesse d'asperger. Toute vanne fermée, du carburant se déverse toujours et alimente le feu. Certaines vannes sont peut-être défectueuses. Ce matin encore, des travaux avaient lieu sur les tuyauteries, travaux peut-être à l'origine de l'incendie. Il y a toute une série de procédures qui sont suivies lorsqu'il doit y avoir des interventions d'entretien, de maintenance sur tel ou tel équipement. Quelle est l'hypothèse donc? Qu'il y ait eu, lors de travaux, éventuellement une étincelle sur le chantier. Soudain, 2 explosions. 2 petites cuves cèdent à la pression du feu. 13 pompiers sont blessés, 2 grièvement. Alentour, près de 2000 personnes ont été évacuées. La polémique est lancée sur la présence d'un tel dépôt à 2 pas de la capitale. Ces bâtiments et l'organisation étaient conçus à une époque où il n'y avait que des activités industrielles autour. Et je pense que le changement de l'environnement économique et urbain nous oblige à revoir les dispositions dans ces communes de la Petite Couronne. Si on imaginait de le mettre à 100 km de Paris pour qu'il soit dans une zone complètement déserte, ça voudrait dire que pour alimenter la région parisienne, il nous faudrait des milliers de camions tous les jours qui approvisionneraient la région parisienne. Je pense que ce serait pire. Plusieurs dizaines de mètres cubes de sable viendront à bout des flammes. Du sable qui n'était même pas stocké sur les lieux en cas d'incendie. Le nuage noir étouffé, restent les risques de pollution. La nappe phréatique devra être surveillée dans les jours à venir. Ce journal, vous l'avez sans doute déjà constaté, est diffusé dans des conditions tout à fait particulières depuis la régie finale d'Antenne 2. Cela en raison d'un mot d'ordre de grève lancé par certains syndicats de techniciens et de journalistes. Un arrêt de travail qui s'est notamment traduit à Antenne 2 par la suppression de Télématin ou du journal de 13h. Grève totale en revanche sur FR3 avec la diffusion de La Mire depuis ce matin. Commentaire Elisabeth Esley, Alain Poirier. Depuis ce matin, voilà ce que peuvent voir les téléspectateurs de FR3. Aucune émission n'a été diffusée. La grève a été largement suivie. D'après la CFDT, 85% de grévistes parmi toutes les catégories de personnel, avec une mobilisation particulièrement forte dans les régions. Suite à un mouvement de grève d'une certaine catégorie de personnel d'Antenne 2, eh bien, le programme se voit légèrement modifié. C'est ainsi que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vous présenter le journal de 13h. Sur Antenne 2, pas de journal à 13h. Quelques heures plus tôt, les éditions de Télématin, elles non plus, n'avaient pu voir le jour. Sur notre chaîne, selon les syndicats, la mobilisation a été plus importante que prévu, surtout parmi les personnels techniques. Seules les émissions enregistrées ont pu être diffusées. En fin d'après-midi, 4 représentants des personnels d'Antenne 2 et FR3 ont été reçus au ministère de la Communication par le directeur de cabinet de Georges Kijman. Il leur a été rappelé qu'Hervé Bourges ne faisait qu'appliquer le plan prévu par le gouvernement pour l'audiovisuel public et que si les départs en retraite et les départs volontaires n'étaient pas suffisants, il y aurait des licenciements. Ce soir, pas d'évolution dans le conflit. Ce week-end, les programmes seront normaux sur Antenne 2. Grève également du syndicat du livre CGT, conséquence aucun quotidien national aujourd'hui dans les kiosques, aussi bien à Paris qu'en province. À l'origine de ce mouvement, le conflit qui agite le quotidien Le Monde avec la mise en œuvre d'un plan très rigoureux d'économie. Explication Patrick Reslob. Des kiosques fermés ou des présentoirs quasiment vides, c'est ce qu'ont découvert ce matin les habitants de la région parisienne. Un mouvement de grève de 24 heures lancé par le comité intersyndical du livre parisien. Aucune impression, aucune distribution de quotidiens nationaux. Je prends le journal pour pouvoir lire dans le métro.
et pour suivre un peu les infos, mais ça ne me dérange pas outre mesure. Il n'y a pas de journaux, alors c'est ennuyeux pour vous? Bah oui, surtout pour mon mari qui est malade, il aime bien regarder le journal. Pour la Fédération du livre CGT, une manière de dire non à la politique de bas salaire pratiquée par les éditeurs et les imprimeurs. En presse nationale, les salaires, les statuts, la convention collective est très fortement attaquée par le patronat du livre. Selon les syndicats du livre, les patrons ne respecteraient pas la convention régionale de l'Île-de-France, accordant une augmentation supérieure de 10% au taux d'inflation annuel. Et ce particulièrement, toujours selon eux, au journal Le Monde où la politique est au blocage de salaire. Pour les responsables de la presse parisienne, une situation intolérable. C'est une grève irresponsable, car le livre CGT sait très bien que la presse quotidienne parisienne vit une crise grave, avec une mévente, un effritement des ventes, avec une récession publicitaire qui est bien antérieure à la crise du Golfe. 3 millions d'exemplaires n'ont pas paru aujourd'hui. De telles opérations, d'après le président du syndicat de la presse parisienne, pourraient à la veille de 93 asphyxier l'édition française face à la concurrence étrangère, actuellement 3 fois moins chère. En Suisse, ce sont les femmes qui se sont croisées les bras pour montrer leurs muscles, mouvement de grève symbolique, afin d'obtenir l'égalité de traitement avec les Helvètes mâles. Les Suissesses ont au moins réussi à provoquer un vaste débat dans toute la Confédération sur le manque d'égalité entre les sexes. Reportage de notre envoyé spécial Claude Régent. Les bras se sont croisés, mot d'ordre et attitude symbolique pour une journée peu ordinaire dans un pays où le consensus social est la règle d'or. Ces dames ont peaufiné leur slogan en laissant les hommes effectuer les travaux ménagers. Ce 14 juin est un anniversaire depuis 10 ans. Les femmes suisses ont acquis légalement, mais trop théoriquement à leur gré, l'égalité avec les hommes. On a symbolisé notre grève par une image de femme qui a les bras croisés. C'est une manière de dire que les femmes aujourd'hui, y compris à la maison, ne travailleront pas et confieront soit la garde des enfants ou les tâches ménagères à leurs conjoints ou compagnons. Les balais ont déserté les demeures helvètes pour accompagner une manifestation au rose fuchsia du plus bel effet contestataire dans les rues de Genève. On est vraiment macho en Suisse? Oui, je crois quand même. Plus qu'ailleurs en Europe? Oh non, pas plus qu'ailleurs. Je crois que c'est un peu partout pareil. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que ce soit seulement en Suisse que les femmes manifestent ou fassent la grève. Ça devrait être un peu partout. Il faut avoir beaucoup plus de compétences qu'un homme pour avoir le même poste. Il y a une loi qui dit que les salaires devraient être égaux et puis que ça se fasse pas, je trouve que c'est bizarre, quoi. Voilà, c'est tout. Je trouve que les femmes doivent être égales dans la différence. L'exactitude suisse a été prise en défaut sur un seul point, impossible de savoir combien de travailleuses ont effectivement croisé les bras. La manifestation était plus un clin d'œil qu'une grosse colère. Cette journée des femmes est restée très bonhomme. La Russie est entrée dans l'ère de la civilisation. Le maire de Moscou, M. Popov, ne fait pas dans la nuance. Il faut dire qu'il est politiquement très proche de M. Eltsine, le grand triomphateur de la première élection au suffrage universel direct jamais organisée en URSS. Pour l'instant, le bouillant adversaire de Mikhail Gorbatchev savoure sa victoire avec discrétion. Il a d'ores et déjà reçu des félicitations de la plupart des grands de ce monde et surtout un carton d'invitation pour la Maison-Blanche la semaine prochaine. Moscou compte donc désormais 2 présidents avec tous les problèmes de partage de territoire que cela va poser. Comment les 2 hommes vont-ils se répartir les rôles? L'analyse de notre correspondante à Moscou, Corinne Pertuis. Fini les combats. En principe, Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin ont enterré l'âge de guerre le 23 avril dernier. Ce jour-là, ils ont signé, ainsi que les dirigeants de 8 autres républiques, un accord de bon voisinage qui servira de base au nouveau traité de l'Union. Un accord surprise, mais l'Union était au bord de l'éclatement, on était dans l'impasse. De fait, président de l'Union et président de Russie se complètent et se renforcent. Grâce à sa bonne image de marque à l'étranger, Mikhail Gorbatchev peut attirer les investisseurs. Boris Yeltsin, au contraire, sait s'adresser au peuple et lui demander de patienter. Dualisme de pouvoir et ce dualisme de personnalité est nécessaire pour nous. Comme dans ce dualisme, il y a une certaine garantie de processus démocratique. Comme tout de même, il y a toujours certains dangers de la dictature, non pas d'un type totalitaire, mais du type autoritaire qui existe. Sur le papier, pour l'instant, communication, transport, défense sont aux mains du président de l'Union. De fait, les frontières sont mal définies.
Avec ses bureaux, son équipe, son gouvernement, c'est tout un État, l'État russe que Boris Yeltsin doit créer. Mais qui gère la conscription, les impôts, les ressources naturelles? C'est à discuter. Les points de friction sont nombreux. Beaucoup dépendra de l'interprétation plus ou moins large de la notion de souveraineté de la Russie. Au nom de la souveraineté de la Russie, Boris Yeltsin a accepté un voyage officiel aux États-Unis. Chef d'État à part entière, il est l'invité de George Bush dès la semaine prochaine. Il empiète donc déjà sur le territoire réservé au président de l'Union, la politique étrangère. Plus concrètement encore, il a décidé d'emménager ses bureaux ici même au Kremlin, à quelques mètres du bureau de Mikhail Gorbatchev. C'est en quelque sorte l'arroseur arrosé. Après avoir secoué le cocotier de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir central, Boris Yeltsin se trouve confronté au même problème, à la même situation, avec cette fois la province du Tatarstan qui réclame elle aussi son autonomie. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cette revendication d'autonomie se profile le très délicat problème de la montée de l'islam en URSS. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabin, Georges Janssen. Marché de Kazan, capitale historique du Tatarstan, le pays des Turcs de la Volga, le pays des Tatars de Russie. Lénine a fait ses études ici et le paysage et les gens n'ont pas beaucoup changé depuis. Pourtant, le pays des Tatars est riche, mais disent-ils, Moscou leur prend tout. Ils sont dans l'Empire russe depuis le XIVe siècle, mais aujourd'hui ils se révoltent. Ils sont contre Gorbatchev et contre Yeltsin. Ils veulent leur république souveraine et ils refusent de signer le futur traité de l'Union. Les Tatars n'ont pas la majorité ici. Il ferait mieux de voter comme nous, les Russes, pour Yeltsin. Minoritaires dans leur propre pays, les Tatars ont trouvé un subterfuge. Élire, en même temps que le président russe, un président tatar dont le seul programme est la souveraineté du pays. Pour mieux détourner le scrutin, les Tatars sont tombés d'accord sur un candidat unique. Lénine apprécie en connaisseur. Cette élection n'est que la première étape vers la souveraineté. Il ne faut pas tomber dans le nationalisme ni le chauvinisme. Il faudra négocier avec le président russe. Chameyev risque de décevoir très vite ceux qu'il soutiennent. Déjà, jusque dans les mosquées, on l'accuse de cacher un masque d'apparatchik russe sous son visage de tatar. Les mollahs de l'islam ne doivent pas faire de politique. Mais moi, la souveraineté des Tatars, ça fait 73 ans que je l'attends. Pareils obsèques islamiques auraient été impensables il y a encore 5 ans. Partout, au Tatarstan, on rebâtit les mosquées détruites, on enseigne le Coran, l'islam renaît. Tous les Tatars dispersés de force dans l'Union doivent pouvoir voter pour le Tatarstan libre. C'est pour cela que je fais la grève de la faim depuis 12 jours. Cet homme jeune est lui aussi un mollah, un docteur de la foi de 36 ans, et il vient de fonder le premier parti fondamentaliste d'Union soviétique. Verra-t-on un jour une confédération européenne allant de l'Atlantique à l'Oural? Oui, a répondu en substance cet après-midi à Prague François Mitterrand. Oui, l'Europe se fera un jour dans sa dimension géographique. L'idée d'une telle confédération avait été lancée par le président français après la chute des démocraties populaires. Le président français qui a fait aujourd'hui un rapide aller-retour en Tchécoslovaquie pour y prononcer le discours de clôture des assises réunissant pendant 3 jours 150 personnalités qui ont réfléchi au but que pourrait se fixer précisément une éventuelle structure européenne supranationale. Sur place pour Antenne 2, Georges Bortoli. Au cœur de cette réunion de Prague, il y a une certitude, il faut que la grande Europe, l'Europe de l'Ouest plus l'Europe de l'Est, prenne l'habitude de travailler en commun. Mais il y a aussi un doute. Faut-il donner déjà à cette grande Europe des institutions, au risque d'inquiéter les Américains qui n'aiment pas beaucoup que l'Europe s'organise sans eux,
au risque de décevoir les Tchèques, par exemple, qui préféreraient s'associer directement à notre Europe, l'Europe des 12. Devant les 150 délégués représentant les milieux économiques, politiques, culturels de tous les pays intéressés, M. Mitterrand a essayé d'apporter un début de réponse qui est un acte de foi. Quoi qu'il advienne, je terminerai sur ces mots qui expriment ma conviction, plus que ma conviction, ma propre volonté, je l'espère celle de mon pays. L'Europe se fera. Au fond, le projet est à deux vitesses. Il y a d'une part les réalisations concrètes, industrielles, commerciales, culturelles, etc., qui peuvent être entreprises immédiatement par tous les pays européens désireux de coopérer ensemble. Et puis, il y a la volonté politique qui doit couronner le tout. D'où cette idée de confédération européenne, qui est évidemment une idée plus ambitieuse, donc à plus longue échéance. L'Inde aux hindous, c'est en substance le slogan du parti qui est actuellement le vent en poupe là-bas, le BJP, un parti qui développe un discours très nationaliste, d'autant que le parti du Congrès est en panne de leader charismatique après la disparition brutale de Rajiv Gandhi. 3 semaines après ce dramatique assassinat, plus de 200 millions d'Indiens ont repris aujourd'hui le chemin des urnes pour élire leurs députés. Reportage de nos envoyés spéciaux Aubry Edler, Alain Saint. Difficile, quand on arrive ici, de ne pas se remémorer la dérive d'une certaine jeunesse européenne des années 30. Nous sommes à Harinagar, dans la campagne proche de New Delhi, où le RSS a installé l'un de ses camps d'entraînement. Puissamment implanté à travers l'Inde entière, dans les quartiers les plus défavorisés, le RSS se veut un groupement d'action sociale. Il est bien davantage une branche annexe, le bras musclé en fait, du BJP, le parti des fondamentalistes hindouistes. À Harinagar, ils sont quelques 300 adolescents de 10 à 18 ans, encadrés par des scouts d'âge beaucoup plus mûr. Au programme, nous dit-on, l'art de la discipline et du lati, ces bâtons de bambou qui se sont souvent révélés des armes efficaces, mais aussi des cours de nationalisme et bien sûr d'éducation religieuse. Le but du RSS, former et s'attacher une jeunesse prête à construire et à défendre un pays nationaliste et hindouiste. Mais c'est dans la classe moyenne que le BJP a su le mieux faire passer ses mots d'ordre, comme ici à Bogol, quartier populaire de Delhi, où petits commerçants et fonctionnaires ne cachent plus leur sympathie pour les fondamentalistes hindouistes. Des électeurs qui se sont peu à peu détournés du parti du Congrès de Rajiv Gandhi pour rallier, sans avoir une idée précise de son programme, le BJP qui devrait rafler 6 des 7 sièges qui sont à pourvoir à New Delhi. Je vote pour le BJP parce que c'est un parti nationaliste et patriote. J'aime ce parti parce qu'il est très discipliné et aussi parce que ses leaders sont très gentils. Avant, je votais pour le Congrès, mais cette fois, je vais soutenir le BJP. Je ne sais pas si leur programme est bon ou pas. En tout cas, il nous faut du changement. Plus surprenante en revanche la vogue que connaît à présent le BJP au sein de l'intelligentsia et de la haute bourgeoisie indienne. Et ils sont nombreux aujourd'hui, comme Aman, jeune industriel et féru de culture occidentale, à rejeter l'autocratie des Gandhi pour défendre les couleurs du fondamentalisme hindou. Je suis plutôt nationaliste que hindou. Et en ce moment, toutes les minorités, ils parlent de leur religion, leurs problèmes. Et seulement les hindous, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas la chance de parler de nos problèmes. C'est pas normal. Reste à savoir maintenant si, après l'assassinat de Rajiv Gandhi, le parti du Congrès va bénéficier d'un élan de sympathie populaire ou si, en revanche, apeurés par la perte de ce leader charismatique, les électeurs ne préféreront pas se replier vers les fondamentalistes hindouistes du BJP. Aux Philippines, nouvelle violente éruption du Pinatubo qui crache maintenant de la vapeur et descend jusqu'à 30 km d'altitude alors qu'un typhon est annoncé sur la région pour demain. Selon les experts scientifiques sur place, le pire est encore à craindre. Commentaire Henri Elie. Ils scrutent le ciel avec angoisse. Loin, très loin devant eux, à 20 km de là, la terrible grogne du Pinatubo se poursuit depuis maintenant 6 jours. Et malgré une accalmie d'une trentaine d'heures, le volcan philippin ne cesse de cracher pierres et cendres jusqu'à une altitude de 30 km, du jamais vu de mémoire de vulcanologue. On débarrasse à la hâte le paquet de cendres qui recouvre le toit des maisons des bourgades.
après la violente éruption de la nuit dernière. Les autorités locales ont même demandé que chacun reste chez soi afin d'éviter tout débris tombé du ciel comme un orage de grêle. Quant à eux, ils fuient leur village et qu'importe comment jusqu'au camp de réfugiés. Ils, ce sont les Aeta, les descendants des premiers habitants de l'archipel, une tribu animiste qui habite depuis toujours sur les flancs du Pinatubo. Pour elle, aucun doute, cette éruption, c'est d'abord la colère des dieux. Plus de 64 000 personnes ont ainsi été évacuées grâce à l'armée depuis dimanche dernier. Estimation de l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% le mois dernier comme au mois d'avril. Sur les 12 derniers mois, la hausse des prix en France s'établit à 3,2%. À noter une nouvelle réduction du différentiel d'inflation comme l'on dit avec l'Allemagne, 0,2% alors qu'il était de 8% il y a 10 ans. Commentaire de Pierre Bérégovoy, cela confirme que notre économie est saine en profondeur. Le ministre de l'économie a également confirmé la prochaine augmentation du SMIC le 1er juillet, mais notre grand argentier n'a pas voulu préciser le montant exact de cette revalorisation. Autre bonne nouvelle, cocorico, la France est désormais au 2e rang mondial des investisseurs directs à l'étranger, derrière le Japon bien sûr, mais devant les États-Unis et l'Allemagne. L'enquête sur le rodéo sanglant de Mantes-la-Jolie, un 4e jeune a été inculpé, écroué pour vol de voiture, violence à agent et dégradation. Il s'agit d'un jeune Français de 16 ans qui a reconnu l'être l'un des passagers de la R9 qui a percuté et tué l'agent de police Marie-Christine Beillet. On l'a dit et répété, le problème numéro 1 des banlieues, c'est le chômage et le désœuvrement. À Strasbourg, certains employeurs ont décidé d'aller directement à la rencontre des jeunes chômeurs en installant un forum de l'entreprise au pied même des cités. Reportage Christine Boss. Ouvrir les chantiers et les entreprises aux jeunes des banlieues, c'est le pari lancé par la Cité du Neuf à Strasbourg qui compte 13 000 habitants, dont 25% de chômeurs. Un chapiteau planté au pied des immeubles qui doit permettre d'établir un dialogue entre les jeunes du quartier et les entreprises de la région à la recherche de main-d'œuvre. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est justement pour sensibiliser les gens du quartier que nous sommes là et que nous avons un certain nombre de qualifications et de métiers à pourvoir. Nous recruterons 10 000 personnes par an, c'est quand même assez important et il y a beaucoup de possibilités pour les gens de ces quartiers qui justement souvent sont au chômage. Encore faut-il se comprendre. Pour les chômeurs, cela veut dire connaître les exigences des employeurs ainsi que les différentes formations possibles. Je viens du Libéria, c'était mon boulot au Libéria. Je ne parle pas français. Avant de chercher un emploi, il faut que j'apprenne la langue. Tu cherches du travail, toi? Ouais, peut-être après la 3e, si jamais j'ai pas de bonne orientation. Et alors, tu as vu quelque chose qui t'intéressait ici? Ouais. Il y a beaucoup de boulot. En venant ici, chacun a montré en tout cas qu'il avait la volonté de s'en sortir, pas évident lorsqu'on vit dans un quartier surtout connu pour ses faits divers. C'est vrai qu'on est dans un quartier dit de banlieue où il y a des problèmes, des poches de marginalité, la toxicomanie, des problèmes de toutes les banlieues, mais dans le quartier du Neuf, depuis 10 ans, il y a des associations qui ont essayé de faire le pari de s'en sortir. Et s'en sortir dans le quartier, c'est peut-être aussi s'en sortir au niveau économique. S'en sortir passe aussi par une prise de parole. Le style banlieue reprendra ses droits dès dimanche avec un festival interquartier de rap. Actuellement, les initiatives se multiplient pour ouvrir des débouchés aux jeunes résidents dans ces quartiers difficiles. Dernier exemple en date, le stage proposé par le ministère de l'Environnement à des jeunes Marseillais qui vont participer à la protection de la forêt dans le parc régional du Luberon. Reportage Patrice Velay, Jean-François Giorgetti. Le week-end s'annonçait béton comme toujours, mais pour 35 jeunes des quartiers nord de Marseille, il s'est transformé en bol d'air. Stage nature pendant 3 jours ou l'apprentissage du débroussaillement. Surtout, tu coupes d'en haut, parce que en dessous, tu risques de bloquer ta chaîne. Hein. Alors tu coupes et tu t'appuies à peine, c'est la chaîne qui coupe. Hein. C'est pas toi qui t'appuies sur la tronçonneuse, c'est la chaîne qui coupe. Hein. Voilà. Fatia, Kader et les autres, ils sont lycéens ou chômeurs en quête d'insertion. Leur vie, c'est la cité ou la plage. Alors la forêt, c'est très nouveau. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir passer 3 jours ici? Le plaisir de découvrir un peu l'environnement, la forêt, un peu tout. Un peu le bon air, surtout le bon air. Pour le plaisir de déboiser la forêt, contre les incendies. Voilà, pour l'environnement, quoi. On se porte volontaire pour le faire. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait pareil. Donc on vient, et puis on est en groupe, en copain, avec des copains et des copines, donc on se fait plaisir.
Voilà, donc... Puis la nature, c'est l'avenir, donc au lieu de ça... L'avenir professionnel de ces jeunes sera sans doute difficile. Pour les plus motivés, le stage se veut un tremplin, le début d'un travail d'insertion. Cela veut dire des stages en entreprise et ensuite des embauches dans les entreprises. Bien entendu, tous les jeunes qui sont là ne seront pas intéressés par un métier dans l'environnement et dans l'entretien de la forêt, mais un certain nombre de jeunes qui sont dans ces quartiers défavorisés seront eux intéressés à retrouver ce goût de la nature. Pour la première fois, ce type de stage est proposé aux jeunes des banlieues. Peut-être l'occasion de faire naître des vocations, loin des cités, à l'ombre des ruines d'Opède-le-Vieux. La justice est parfois lente, mais parfois elle passe. Vous avez peut-être encore en mémoire l'image de ce cafetier de Biscarrosse dans les Landes, à qui les médecins avaient posé 23 points de suture. Cet homme de 35 ans affirmait d'avoir été victime d'un passage à tabac de la part de 6 gendarmes affectés à un poste saisonnier sur la plage. Près d'un an après les faits, ces gendarmes ont été inculpés de coups et blessures et violences. Une reconstitution des faits est prévue pour mardi prochain. L'Europe de l'environnement s'édifie peu à peu. Les 12 ministres concernés ont décidé hier d'imposer à tous les constructeurs automobiles des normes anti-pollution communes et identiques. En clair, à partir du 1er janvier 1993, toutes les voitures devront être équipées de pots catalytiques à 3 voies. Léon Berton va nous détailler maintenant les conséquences techniques et économiques de cette décision. Ce n'est pas à proprement parler une bouffée d'air pur, mais un pas de plus dans la lutte contre la pollution. À partir du 31 décembre 1992, toutes les nouvelles voitures devront posséder un pot catalytique. Depuis 3 ans déjà, les modèles haut de gamme en étaient équipés. Quant aux petits véhicules, ils devaient l'être prochainement, dans un peu plus d'1 an. Alors, rien de nouveau? Si, car on avait oublié les voitures de gamme moyenne. Oubli réparé hier soir à Luxembourg par les ministres de l'environnement des 12. Donc plus d'échappatoire possible, on va rouler écologique. Et dans la lutte contre la pollution, c'est le pot catalytique qui a l'avantage, car il réduit de 80% les émissions de gaz polluants. Pour les constructeurs français, il reste l'arme la plus efficace, même s'il n'est pas l'arme idéale. Les pots catalytiques ont des vertus, c'est-à-dire qu'ils permettent de réduire un certain nombre de polluants, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils augmentent la consommation. Or, l'augmentation de consommation produit du CO2 et du gaz carbonique, et donc contribue à l'effet de serre. Autre inconvénient, le prix. Les normes européennes sont si sévères qu'il faut un pot catalytique perfectionné, un pot catalytique à 3 voies. Or, il ne fonctionne qu'avec un moteur à injection, d'où un surcoût d'environ 6 000 francs. En France, tous les constructeurs se disent prêts. Quant aux consommateurs, ils sont en train de changer leurs habitudes. Pour preuve, l'essence sans plomb fait actuellement une percée spectaculaire dans l'Hexagone. Le printemps du Bourget avec dans les coulisses de cette grande fête de l'aéronautique une âpre bataille commerciale entre les grands constructeurs, notamment la firme américaine Boeing et le groupe européen Airbus. Les deux rivaux vont bientôt s'affronter sur les créneaux des Jumbo de 600, 800 voire 1000 places par avion. Reportage Patrick Esters et Patrick Voix. Ce pourrait être le salon de l'auto, mais nous sommes dans l'allée des Chalets au Bourget. Ces grosses voitures appartiennent à la petite communauté d'hommes qui, dans un certain confort, discutent d'affaires portant sur des milliards de francs. L'avenir de l'aéronautique civile. Ici, on achète et on vend des avions. Ainsi, l'Airbus 340, quadriréacteur long courrier, concurrent direct du Boeing 747, n'a pas encore volé et déjà 200 exemplaires ont été commandés. Malgré la chute du trafic aérien durant la guerre du Golfe, les affaires ne vont pas trop mal pour les constructeurs. Côté compagnie aérienne, le trafic revient. Et le trafic revient, on va voir une croissance pendant cette année à peu près 1% par rapport à 4 ou 5% prévus. Mais au moins, ça remonte. Mais au fait, à qui profitent les progrès techniques? Les nouveaux moteurs, plus puissants et plus économes en carburant? Les avions toujours plus gros? Tel ce projet d'Airbus à double étage, 2 rangées de hublots. L'A2000 qui pourrait emporter 750 ou 800 passagers dès la fin du siècle. Alors, à qui bénéficiera la percée technologique? Aux compagnies ou aux passagers? Le transport aérien, c'est un service. C'est un service qui marche si le passager est satisfait. Ce que représentent les avances de technologie, c'est de permettre de réduire les coûts d'exploitation au profit du passager. Ça ne veut pas dire nécessairement que les tarifs vont réduire, mais au moins les tarifs ne vont pas augmenter.
Côté confort, on peut enfin espérer que les passagers voyageront sans avoir les genoux sous le menton. Les hommes d'affaires pourront continuer à travailler en vol dès l'année prochaine. Ils auront la possibilité de téléphoner et d'expédier des fax. Enfin, l'équipage aura droit aux couchettes. Et dans 5 ou 10 ans, certains passagers également. Comme j'ai le privilège d'occuper ce soir le fauteuil des speakerines et des speakerins, je me fais une joie de vous confirmer la diffusion ce soir, tout de suite après ce journal et la météo, d'une nouvelle émission de la télé des inconnus parmi les têtes de Turc ce soir de Bourdon, Campan et Légitimus, les sectes, la pub, les envahisseurs, les Oscars et le journal télévisé. Bonsoir. Fin des recherches de l'adolescent qui avait disparu depuis plus de 15 jours. La police a retrouvé le corps du jeune homme dans une cave, dans un parking, dans un cinéma. Un parking. Un parking. Bonne réponse de Daniel, plus précisément dans le coffre d'une voiture. Quant à vous, Philippe, rien n'est perdu pour vous, hein. Vous allez sans doute vous rattraper tout de suite avec ce reportage. Des images terribles, bouleversantes. Et pourtant, ça s'est passé aujourd'hui même à Paris. Le bâtiment de la sécurité sociale s'est effondré à 16h30 à la suite d'une explosion dont on ignore l'origine. Très vite, les pompiers sont arrivés sur les lieux. Mais au fait, combien y a-t-il eu de victimes? C'est ce que nous demandons tout de suite à nos candidats. C'est terrible, terrible. Alors, messieurs, vous avez entendu la question. Allez-y. 2. Philippe? Je vais tenter 35. Eh bien, c'est quand même Daniel qui est le plus proche, mais il y avait un piège, parce qu'il s'agit de 16h30. Et à 16h30, je vous rappelle qu'à la Sécurité sociale, les bureaux sont fermés, bien évidemment. Il n'y a personne. Oui. Ah, on vient de m'apprendre qu'au bâtiment de la Sécurité sociale, il y aurait plus d'une vingtaine de victimes, des personnes qui faisaient la queue pour être remboursées. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça, Philippe, hein, parce que ça vous fait remporter le point, finalement, avec vos 35 victimes. Alors, un peu avec la chance, mais enfin. La chance, mais quand même, la perspicacité. On continue tout de suite, l'actualité prime avant. Voilà, la suite vers 20h45. Pas de dernier journal ce soir en raison des mouvements de grève qui affectent notre société. Le Ciné-Club, Visage de femme, ce soir est donc avancé vers 23h20. Prochain rendez-vous avec l'information 8h40 demain avec Joseph Poli, rebaptisé pour la circonstance Basile Poli, en l'honneur de la journée africaine diffusée toute la journée de demain sur Antenne 2. 22h05 caractères, Bernard Rapp, invité Hugo Pratt, le papa de Corto Maltese, et un hommage à Vercors. Le dicton du jour à la Saint-Élysée, je prends du champ. Dans quelques secondes, la météo en compagnie de Laurent Cabrol. Et demain à 13h, vous retrouverez mon ami Philippe Lefebvre. Merci, bonsoir et merci de votre fidélité.